C'est un phénomène terrifiant, vraiment, quand on y pense. Une force qui peut mettre toute une économie à genoux en quelques jours à peine. Aujourd'hui, on va plonger au cœur du sujet. On va décortiquer l'anatomie d'une panique bancaire. C'est en comprenant ce mécanisme qu'on peut vraiment saisir à quel point notre système financier est à la fois fragile et, heureusement, résilient. Allez, commençons par un scénario un peu extrême, une expérience de pensée. Imaginons que demain, au réveil, toutes les banques du monde soient fermées. Rideau, fini. Pas juste l'agence du coin, non, tout le système. Les virements, les cartes, les distributeurs, tout. Ce n'est pas une simple panne technique là, c'est carrément l'arrêt cardiaque de l'économie mondiale. Et les conséquences, elles, seraient immédiates et absolument dévastatrices. Bon, la toute première conséquence, la plus directe, plus aucun virement ne passe. Du jour au lendemain, des millions, des milliards de gens ne reçoivent plus leur salaire. C'est tout simple. Et ce flux, ce salaire qui arrive chaque mois, c'est ce qui fait tourner la machine. C'est ce qui nous permet de payer le loyer, de faire les courses, de régler les factures. Couper ça, et c'est tout le système, toute l'économie de consommation qui s'arrête net. En quelques jours, c'est le chaos. Et puis, dans la foulée, évidemment, tous les prélèvements automatiques sont rejetés. Le loyer, l'électricité, l'abonnement téléphonique, le crédit de la voiture, tout s'arrête. C'est un effet domino immédiat. Ça paralyse non seulement les gens chez eux, mais aussi toutes les entreprises qui, elles aussi, dépendent de ces paiements pour survivre. Maintenant, si on dézoome un peu, quand on regarde la situation à l'échelle mondiale, c'est le commerce international qui se fige. Complètement. Pensez-y, les lettres de crédit, les transferts entre pays, tout ce qui permet à un conteneur de quitter un port en Asie pour arriver en Europe, eh bien tout ça repose sur le système bancaire. Sans lui, les chaînes logistiques mondiales se brisent. En fait, c'est toute l'infrastructure invisible de notre monde moderne qui s'effondrerait. Bon, ce scénario d'apocalypse financière, ça peut paraître un peu extrême, j'en conviens, mais en réalité, ça commence souvent bien plus discrètement. Ça peut commencer avec une seule banque. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème, à un concept fascinant, un concept qui vient de la sociologie, mais qui est crucial en finance, la prophétie autoréalisatrice. Alors, une panique bancaire, qu'est-ce que c'est exactement? La définition est assez simple. C'est quand un grand nombre de clients se ruent au guichet pour retirer leur argent parce qu'ils ont peur que la banque fasse faillite. Le mot-clé ici, c'est confiance. Tout repose sur la confiance. Et quand elle s'évapore, tout s'écroule. C'est la peur, et non pas forcément un problème réel au départ, qui devient le moteur de la catastrophe. Et c'est le sociologue Robert Merton qui a mis les mots les plus justes là-dessus avec cette idée de prophétie autoréalisatrice. C'est un paradoxe incroyable quand on y pense. Ça commence avec une idée fausse, disons une rumeur, la banque X est en difficulté. Au départ, c'est faux. Mais si suffisamment de gens y croient, qu'est-ce qu'ils font? Ils courent retirer leur argent. Et en faisant ça tous en même temps, ils créent le problème qu'ils voulaient éviter. Ils provoquent eux-mêmes la faillite de la banque. La rumeur, la fiction, est devenue la réalité. Cette photo, elle est saisissante. Elle nous rappelle que derrière les grands concepts économiques, il y a des gens, des visages. On ne parle pas de chiffres abstraits sur un écran d'ordinateur là. On parle d'hommes et de femmes, inquiets pour leurs économies, pour leur avenir, qui font la queue des heures devant leur banque. C'était ça, la Grande Dépression des années 30. Ces scènes se sont répétées partout, et c'est ce qui a transformé une crise économique en un effondrement complet du système. Mais alors, pourquoi une banque est-elle si fragile face à ça? La raison, elle tient dans un principe de base de la banque moderne, le système de réserve fractionnaire. En gros, ça veut dire que la banque ne garde pas tout l'argent qu'on dépose chez elle dans un grand coffre-fort. Ce serait inutile. Elle en garde juste une petite partie, une fraction, pour les retraits de tous les jours. Le reste, la grande majorité, elle le prête. Elle le prête à des gens qui achètent une maison, à des entreprises qui investissent. C'est comme ça qu'elle fait tourner l'économie. Le problème, c'est ce décalage. L'argent qu'on dépose, on peut le vouloir tout de suite. Mais l'argent que la banque a prêté, lui, il est bloqué pour 10, 20, 30 ans. C'est ça la faille. C'est ça la vulnérabilité fondamentale. Et cette phrase de Mervyn King, l'ancien patron de la Banque d'Angleterre, résume tout le drame de la situation. Il n'est peut-être pas rationnel de déclencher une panique, mais il est rationnel d'y participer une fois qu'elle a commencé. C'est un dilemme terrible. Imaginons, même si on pense que la banque est solide, si on voit une file d'attente se former dehors, si on voit les gens paniquer et retirer leur argent, que fait-on? L'acte le plus rationnel pour soi-même, pour protéger son propre argent, c'est de faire la queue et de retirer ses fonds aussi, avant qu'il n'y en ait plus. C'est la tragédie de la chose. Des décisions individuelles, parfaitement logiques, qui aboutissent à un désastre pour tout le monde. Le problème, c'est que ce genre de feu prend très vite. Quand la panique ne se limite plus à une seule banque, mais qu'elle se propage aux autres, comme une traînée de poudre, là, on ne parle plus d'un incident isolé, on parle d'une crise systémique. Et c'est là que le système tout entier s'enflamme. Les conséquences alors ne sont plus juste financières, elles sont dévastatrices pour toute la société. Et l'histoire, malheureusement, est pleine d'exemples. Dans les années 30, bien sûr, la Grande Dépression a vu des vagues de panique bancaire qui ont tout emporté. Plus près de nous, dans les années 80 et 90, la crise des savings and loans aux États-Unis a mis le système sous une pression énorme. Et puis bien sûr,
2008, la crise financière mondiale. On se souvient des images des clients de la banque Northern Rock au Royaume-Uni faisant la queue dans la rue. Une panique bancaire en plein 21e siècle. Les contextes changent, les causes varient, mais le mécanisme de fond, cette perte de confiance brutale qui entraîne une course folle à la liquidité, ça reste toujours le même. Et le coût pour éteindre cet incendie, il est juste astronomique. En moyenne, on estime que le coût direct pour les finances publiques, pour l'État, pour sauver ce qui peut l'être, c'est 13% du produit intérieur brut. 13% de toute la richesse produite par un pays en une année. C'est une somme absolument colossale. C'est une dette qui pèse ensuite sur les contribuables pendant des générations. Mais ça, ce n'est que le coût direct, le sauvetage. L'impact sur l'économie réelle, sur la vie des gens, est encore pire. Les pertes de production, c'est-à-dire la richesse qui n'est pas créée à cause de la crise, peuvent atteindre 20% du PIB sur les 4 années qui suivent. Et 20% concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des entreprises qui ferment, des millions de gens qui perdent leur emploi et une croissance à l'arrêt pour des années. Une vraie cicatrice économique et sociale. Alors, face à un danger aussi énorme, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Les États et les banques centrales ont donc construit, au fil du temps, des pare-feux, des dispositifs de sécurité pour empêcher que l'étincelle ne devienne un incendie de forêt. C'est ce filet de sécurité qu'on va regarder maintenant. La première ligne de défense, la plus fondamentale, c'est ce qu'on appelle la garantie des dépôts. C'est un concept assez simple mais révolutionnaire. En France, par exemple, c'est le Fonds de garantie des dépôts et de résolution qui s'en occupe. Le but, c'est de dire à chaque personne qui a un compte en banque, ne vous inquiétez pas, même si votre banque fait faillite, votre argent est en sécurité, on vous le garantit. Et cette garantie, elle a un montant précis. Dans toute l'Union européenne, c'est 100 000 euros. 100 000 euros par personne et par banque. Ce n'est pas un chiffre hasard, il a été calibré pour être assez élevé pour couvrir la totalité des économies de l'immense majorité des gens. L'idée, c'est que la protection soit réelle, tangible, pour que la confiance soit restaurée. Et comment ça marche en pratique? C'est simple, ça protège l'épargne jusqu'à cette fameuse limite, les paiements sont rapides, souvent en moins de 7 jours, mais le plus important, c'est que ça casse la logique infernale de la prophétie autoréalisatrice. Si on sait que, quoi qu'il arrive, notre argent est garanti jusqu'à 100 000 euros, eh bien, il n'y a plus aucune raison de paniquer et de courir au guichet. La rationalité change de camp. Ce n'est plus rationnel de participer à la panique. La confiance n'est plus placée dans la banque, mais dans le système de garantie qui est derrière. Le deuxième grand pare-feu, c'est le rôle de la banque centrale. Elle est ce qu'on appelle le prêteur en dernier ressort. Imaginez une banque qui est solide, qui a de bons traits en cours, mais qui, à un instant T, n'a pas assez de cash pour faire face à une vague de retrait. C'est un problème de plomberie, pas un problème de fondation. Eh bien, la banque centrale peut intervenir et lui prêter l'argent nécessaire pour passer le cap. Elle agit comme un pompier qui empêche qu'un petit feu de liquidité ne devienne un incendie de solvabilité qui ravage toute la maison. Bon, ces protections, la garantie des dépôts, la banque centrale, elles sont efficaces. Elles ont largement permis d'éviter les paniques à l'ancienne, celles avec les files d'attente dans la rue. Mais on peut se poser la question, est-ce que ça suffit? Est-ce que le but est juste de construire des murs plus hauts pour contenir les crises? Ou est-ce qu'on ne devrait pas, peut-être, repenser la finance elle-même pour qu'elle soit à la base plus stable et plus juste? Cette question, elle nous pousse à regarder plus loin, à explorer des modèles différents, des alternatives qui essaient de s'attaquer aux racines de l'instabilité et pas seulement à ses symptômes. Ce sont des modèles qui posent une question simple, mais fondamentale. À quoi doit servir l'argent? Et là, on voit une première grande distinction apparaître entre, disons, la banque traditionnelle et ce qu'on appelle la banque éthique. La banque traditionnelle, son but premier, c'est la rentabilité. Elle va financer un très large éventail de projets, parfois sans grande transparence sur leur impact social ou écologique. La banque éthique, elle, part d'un autre principe. Elle choisit les projets qu'elle finance en fonction de leur impact positif sur la société, sur l'environnement, sur la culture. L'idée, c'est de rendre le circuit de l'argent transparent, de savoir que son épargne finance une agriculture locale ou des énergies renouvelables et pas des projets spéculatifs. Et puis, il y a une autre piste tout à fait fascinante, les monnaies locales. Regardez ce graphique. C'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Quand on dépense 1 000 euros classique, une bonne partie de cet argent fuit rapidement en dehors de l'économie locale. Il part vers de grandes entreprises, des plateformes internationales. En revanche, 1 000 euros convertis en monnaie locale sont conçus pour ne pouvoir être dépensés que dans un réseau de commerces locaux. Résultat, l'argent reste sur le territoire, il circule plusieurs fois d'un commerçant à un producteur puis à un autre, et il génère beaucoup plus de richesses localement. C'est une façon de reconstruire une économie plus résiliente à l'échelle humaine. Et c'est sur cette question qu'on va se quitter. Une question totalement ouverte. On a vu ensemble la mécanique incroyablement fragile de la confiance. On a vu les pare-feux qu'on a construits pour éviter l'effondrement. Mais l'enjeu, au fond, il est peut-être là. Est-ce que l'avenir, c'est de continuer à consolider un système financier mondial centralisé et complexe? Ou est-ce que l'avenir, c'est aussi de développer en parallèle des alternatives plus locales, plus éthiques, plus ancrées dans nos communautés?
Sans doute un peu des deux. C'est la réponse qu'on apportera à cette question qui dessinera vraiment le visage de la finance de demain.